si on prend déjà la base, c'est les GAFA, ceux qu'on connaît, les Google, Apple, Facebook et Amazon. Et on a l'impression justement qu'on les connaît parce que ça fait, pour certains, très longtemps qu'ils sont là, pour d'autres, une quinzaine d'années seulement, mais dans l'univers dans lequel on vit, 15 ans, c'est long. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, eh bien, chacun commence à s'éloigner de façon très significative de son core business. Aujourd'hui, Apple, c'est un fabricant de montres, c'est peut-être un horloger, et puis je peux vous assurer que certains acteurs du luxe, tels que Tag Heuer, ou tels que même Cartier, ou tels que Dior, se posent la question de savoir, en voyant Apple arriver sur le marché de la montre, de ce qu'ils vont devenir si cette montre connectée devient de plus en plus luxueuse. Airbnb, en valeur boursière, c'est 2 fois le groupe Accor. Donc là, on est dans des logiques extrêmement fortes et extrêmement puissantes. Je crois que c'est à nous de savoir ce qu'on a envie que la vie soit demain. Avec Uber, on utilise aussi le terme ubérisation. L'ubérisation, c'est j'ai plein d'emplois, les uns derrière les autres, plein de travail d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément des employeurs, ou alors j'ai beaucoup d'employeurs, mais peut-être aucun, puisque je suis moi-même mon employeur. Le risque de cela, c'est la précarité, c'est la paupérisation. Le seul message que j'ai envie de faire passer auprès de vous, s'il y en avait qu'un seul à retenir, c'est que ce que ça donnera, ce que ça fera, une société humanisée ou une société déshumanisée, une société dans laquelle la personne aura sa place ou une société dans laquelle la personne sera derrière des machines, c'est ce que nous en ferons. C'est notre génération. Merci à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que j'interviens depuis que j'ai quitté la Poste. Donc vous imaginez, c'est comme si j'avais une grande liberté d'un coup. Je deviens quelqu'un de nouveau. Et donc j'interviens au nom du Comité national du numérique. Et puis j'ai aussi 2 conseils d'administration, celui de Lagardère et de Casino. Et depuis hier, je suis présidente de l'ANSI, qui est l'ANSI des ateliers, une école de design. Donc autour de la technique, autour du marketing et autour du design, on retrouve tout ce qui constitue le numérique et surtout tout ce qui constitue les changements sociétaux profonds que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a d'excellents experts qui se sont succédés et qui vont encore se succéder autour de la table pour la spécialité du marketing. Moi, j'ai envie de replacer ça dans un contexte plus global du numérique. C'est ce que vous m'aviez demandé, Dominique. Et donc, de le replacer dans le contexte dans lequel on vit en vous faisant un éclairage sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui sur le Conseil national du numérique. Alors, si on prend déjà la base, c'est les GAFA, ceux qu'on connaît, les Google, Apple, Facebook et Amazon. Et on a l'impression justement qu'on les connaît parce que ça fait, pour certains, très longtemps qu'ils sont là, pour d'autres, une quinzaine d'années seulement, mais dans l'univers dans lequel on vit, 15 ans, c'est long. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, eh bien, chacun commence à s'éloigner de façon très significative de son core business. Si vous regardez Google, au départ, Google, c'est un moteur de recherche, c'est une ligne toute simple, un mot, pour essayer de s'y retrouver dans cette toile qui est totalement inextricable si on n'a pas quelqu'un qui nous aide. Et aujourd'hui, Google, c'est plein d'autres choses. C'est évidemment des services qui y sont associés, Google Services, Google Shopping, donc c'est aussi un e-commerçant. C'est aussi un fabricant, les Google Glass, un fabricant d'automobiles, les Google Cars, avec peut-être demain Google comme concurrent de Peugeot ou Renault. Et puis, c'est aussi, on le sait peut-être un peu moins, mais un acteur très puissant dans tout ce qui est médecine prédictive, à la fois parce qu'ils analysent les données, mais à la fois aussi parce qu'ils font de la recherche, et beaucoup de recherche au travers des protéines et des molécules. Donc vous voyez que par rapport au moteur de recherche initial, on est très 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 loin du core business de Google tel qu'on l'a connu il y a quelques années. Je vais faire l'exemple aussi avec Apple. Apple, oui, c'est au départ une super machine avec un logiciel intuitif qui permettait à n'importe qui de s'approprier l'informatique de façon facilitée. Aujourd'hui, Apple, c'est un fabricant de montres, c'est peut-être un horloger. Et puis, je peux vous assurer que certains acteurs du luxe, tels que Tag Heuer, ou tels que même Cartier, ou tels que Dior, se posent la question de savoir, en voyant Apple arriver sur le marché de la montre, de ce qu'ils vont devenir si cette montre connectée devient de plus en plus luxueuse et qu'eux restent sur un modèle qui ne fait que donner l'heure. Donc on voit là aussi un mouvement par rapport à un acteur qui est extrêmement fort. Facebook, là aussi, l'histoire, Mark Zuckerberg, etc., le premier réseau social. Mais aujourd'hui, c'est surtout des données, c'est surtout de la publicité. C'est aussi et surtout
demain un moteur de recherche qui sera très concurrentiel de Google, puisque ce sera un moteur de recherche comportemental et qui se basera sur l'analyse des préférences de vos amis. Et on supposera que si vous cherchez un restaurant dans le coin et que vos amis ont été dans des restaurants et ont émis d'ailleurs des avis positifs, eh bien, il y aura plus de possibilités que ce soit quelque chose qui soit pertinent pour vous. Et enfin, Amazon, le grand Amazon, ce n'est plus un bibliothécaire en ligne, enfin en tout cas, ce n'est plus qu'un bibliothécaire en ligne. On voit bien qu'ils ont même investi jusqu'à la livraison physique des produits. Donc on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas, leurs ambitions, et Jeff Bezos l'exprime très régulièrement, sont très importantes. Donc finalement, ces grands acteurs, qui ne laissent pas d'ailleurs de place aux acteurs européens, il faut reconnaître que nous sommes très tournés vers l'Ouest, ces grands acteurs-là sont vraiment très en mouvement, parfois en mouvement qui se superposent, très souvent en concurrence. Je pense que c'est une chance pour nous. Ça nous permettra peut-être de faire émerger un acteur européen significatif si on s'organise bien en Europe. Et puis de l'autre côté, vous avez le deuxième point, toute l'économie collaborative dont on a parlé très largement récemment avec Uber contre les taxis, mais qui est aussi Airbnb, mais qui est aussi WeCar, quand vous voulez louer une voiture entre particuliers, c'est-à-dire des acteurs qui finalement deviennent des acteurs extrêmement puissants en louant, vendant, mettant à disposition, le terme est très difficile à choisir, des choses qui ne leur appartiennent pas. Airbnb, à Paris, est l'un des premiers loueurs de nuitées, alors qu'il ne possède absolument aucun hôtel et absolument aucun appartement. De la même façon, Uber, aujourd'hui, ne possède pas de voiture, et d'ailleurs, n'a pas non plus de salariés. Ça sera mon troisième point. Pour autant, ça ne les empêche pas d'être extrêmement bien cotés, puisque Airbnb, en valeur boursière, c'est 2 fois le groupe Accor. Donc là, on est dans des logiques extrêmement fortes et extrêmement puissantes d'acteurs qui ne sont que des intermédiaires. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'ils se posent en désintermédiation. C'est-à-dire qu'ils disent, nous sommes les désintermédiants, nous mettons en direct le si d'un côté et le si de l'autre. Nous sommes absolument rien, vous voyez bien. Mais au passage, ils prennent 3% de commission, le cas pour Airbnb en particulier, et ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est eux les nouveaux intermédiaires. Et cette intermédiation, elle est basée sur la technique et le design, la rapidité, la facilité d'usage. Les GAFA bougent, les Uber et les autres de l'économie collaborative nous font bouger aussi. Mais surtout, c'est mon troisième point, c'est le plus important, c'est qu'ils touchent nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est quand même le cadre de notre travail, le cadre de notre emploi. C'est un travail sur lequel on travaille beaucoup là en ce moment au Conseil national du numérique et qui est très d'actualité, qui va le devenir de plus en plus avec les difficultés qu'on connaît en France pour baisser le niveau de chômage. Et puis quand on regarde les modèles de nos voisins, comme par exemple les Allemands qui sont arrivés à trouver le plein emploi, avec des modèles extrêmement différents, on se rend compte que finalement, il faut qu'on remette en cause quelque chose qui pour nous, jusqu'à aujourd'hui, était assez lié. Travail égale emploi. Bien non. On peut avoir du travail sans avoir d'emploi. Le travail, c'est l'activité qui donne lieu à une rémunération. L'emploi, c'est le cadre social, la structure, l'employeur, la protection sociale dans lequel il est encadré. Cet emploi, il est né avec la révolution industrielle. Il fallait des emplois avec des gens qui soient là, avec un nombre d'heures, etc. Aujourd'hui, il est remis en cause par 2 facteurs clés. Le premier, c'est la robotisation. La robotisation, on la voit, alors, avec la révolution industrielle, on a l'impression qu'on a déjà connu ça, mais aujourd'hui, on a des robots qui rentrent dans le domaine des services, donc dans des choses qu'on ne connaissait pas. Donc on voit que ce n'est pas seulement les activités, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement les activités, on va dire, répétitives, sans beaucoup de compétences. La robotisation, et on va le voir de plus en plus, va toucher également les activités intellectuelles. Les activités intellectuelles très puissantes où il faut énormément d'analyse. Et là, d'ailleurs, l'ordre des médecins, je prends l'exemple des médecins, volontairement parce qu'il est un petit peu caricatural, mais sur lesquels ils ont écrit un papier de 4-5 pages récemment, donc ça prouve qu'ils commencent à s'inquiéter. 90% des actes médicaux aujourd'hui en France pourraient être faits par un ordinateur. Quand vous allez chez le médecin de quartier, eh bien, en général, vous avez une grippe, une angine, mal à la tête, vous êtes fatigué. Et en fait, si vous avez des objets connectés, comme on en a de plus en plus, et qu'à distance, on envoie les informations sur votre température, qu'il y a une toute petite piqûre, et puis qu'on vous dit quel est votre taux sanguin, si on peut même refléter qu'il y a une bactérie, l'ordinateur, mieux qu'un médecin,
parce qu'il a une connaissance et une capacité à lier les choses, peut vous donner une ordonnance. Alors vous allez me dire, mais non, mais un médecin, c'est pas ça. Un médecin, c'est le social qui va avec, l'écoute, la connaissance de toute la famille, la connaissance de ce que vous êtes, vous aussi, et il va adapter tout ça. Certainement. Moi, je connais des médecins qui, du matin au soir, 10 minutes par 10 minutes, font des prescriptions sur uniquement la maladie que vous avez. Pareil pour les maladies chroniques. Quand vous avez un diabète ou que vous avez une phlébite et qu'on doit vous vérifier votre niveau bref, je ne trouve pas. Voilà. Voilà, merci. Eh bien, il suffit juste d'avoir cette petite piqûre, c'est envoyer à un médecin et on peut tout à fait, de façon là aussi très automatique, vous dire quel est le traitement que vous devez continuer à suivre. Et donc, on voit bien que sur ces populations-là, tout comme sur les populations de service, la robotisation va arriver et surtout, elle ne va pas changer le travail, elle va changer la nature du travail. Bien sûr, il y aura encore des médecins. D'abord pour les 10% de maladies qui ne seront pas aussi faciles, mais aussi parce qu'on aura besoin de ce lien social. Et c'est ça qu'il faut espérer, c'est que cette automatisation, loin de déshumaniser, elle arrive à justement redonner du temps pour créer un lien humain. Vous allez me dire, ça c'est un peu bisounours, quoi. Dans la vie, c'est peut-être pas comme ça. Eh bien, je crois que c'est à nous de savoir ce qu'on a envie que la vie soit demain. Avec Uber, on utilise aussi le terme ubérisation. L'ubérisation, c'est j'ai plein d'emplois, les uns derrière les autres, plein de travail d'ailleurs, parce que j'ai pas forcément des employeurs, ou alors j'ai beaucoup d'employeurs, mais peut-être aucun, puisque je suis moi-même mon employeur. Le risque de cela, c'est la précarité, c'est la paupérisation. C'est le fait qu'au bout du compte, vous avez 2 heures, mais personne ne va vous prendre en charge globalement, que votre statut social ne sera pas préservé, que votre couverture maladie ne sera pas là non plus préservée. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une de nos forces. Donc, bien sûr, il faut le faire évoluer. Et il faut faire évoluer les choses pour y arriver. Mais la question de comment est bien compliquée. C'est sur ce sur quoi on travaille. Alors, il y a différents modèles. En Allemagne, ils ont fait 3 contrats. Un contrat à 800, à 500, un contrat à 900 et un contrat à 1200. Et puis, ils disent, voilà, c'est des contrats. Donc, il y a un encadrement, mais on accepte le multi-emploi. Et on accepte surtout la succession d'emplois différents avec des pauses entre les emplois. En France, on n'est pas encore sur ce modèle-là et on est en train de réfléchir pour arriver à sortir de cette crise un petit peu de l'emploi, tout en différenciant travail et emploi. Donc, les GAFA bougent. Notre économie collaborative modifie en profondeur la façon dont on agit et notre cadre social est remis en cause à la fois par la robotisation et à la fois par la fragmentation de nos différents travaux, nos différents travaux. L'ensemble de tout ça fait que le seul message que j'ai envie de faire passer auprès de vous, s'il y en avait qu'un seul à retenir, c'est que ce que ça donnera, ce que ça fera, une société humanisée ou une société déshumanisée, une société dans laquelle la personne aura sa place ou une société dans laquelle la personne sera derrière des machines, c'est ce que nous en ferons. C'est notre génération, c'est nous en tant qu'acteurs. Et bien sûr, les médias, la publicité est inclus dans ce modèle qui se transforme. Mais ce modèle qui se transforme, c'est un modèle sociétal extrêmement puissant et beaucoup plus puissant. Et ça me fait penser au Moyen-Âge où certains érudits disaient « Il ne faut pas apprendre à lire à tout le monde. Parce que si tout le monde sait lire, vous imaginez combien il sera difficile ensuite de les gérer, de leur dire qu'il faut qu'ils fassent telle ou telle tâche. Ils ne voudront plus, ils sauront lire, ils auront une culture. » On est sorti de ça. Heureusement, pas partout. Je crois qu'il y a encore certains pays, encore pour certaines femmes, des difficultés à accéder justement à la culture. Donc c'est bien qu'on voit qu'il y a un modèle qui est d'utiliser l'ignorance des gens pour avoir un pouvoir sur eux. On n'est plus là-dedans, heureusement, en France, mais on pourrait avoir d'autres modèles où on utiliserait la paupérisation des gens pour avoir un pouvoir sur eux. Et c'est ça qu'il faut éviter, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et ce travail, c'est pas 3 ou 4 personnes. Moi, je crois au pouvoir de l'individu, je crois au pouvoir que chacun d'entre nous peut avoir au quotidien pour créer cette société, à la fois parce que c'est absolument enthousiasmant de vivre ce qu'on vit, à la fois parce que ça peut être absolument inquiétant, mais ce qu'on en fera, c'est ce que vous en ferez. Et donc, mon seul message, c'est continuer à bouger, continuer à inventer, surtout ne pas résister, parce que ça ne sert à rien, la vague est là, il faut la prendre. Et ce mouvement, cette action, il faut qu'on l'amène maintenant, nous, vous, tous ensemble.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Je crois que